Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Nous allons aujourd'hui répondre à une question que vous me posez quasiment tous les jours face à cette crise, face à cette guerre en Ukraine, la récession, l'inflation, enfin tous ces dangers qui nous environnent. Comment protéger notre épargne? C'est vrai que c'est une question qui est complètement essentielle, bien entendu. On va essayer d'y répondre, évidemment en toute indépendance. Ça c'est le plus important aujourd'hui. Alors avec des graphiques réalisés là aussi sans trucage. Alors déjà première question, parce que si notre épargne est en danger, ça veut dire qu'il y a éventuellement une récession qui pourrait se produire. Est-ce que c'est le cas? Alors pour le moment, j'ai envie de dire pas encore, fort heureusement d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on ne sait pas et on espère bien sûr que cette guerre va se terminer le plus rapidement possible. Si c'est le cas, alors à ce moment-là, les cours des matières premières pourront repartir à la baisse. On évitera évidemment la grave récession. Donc si nous restons aujourd'hui, si la guerre se termine dans les prochains jours, les prochaines semaines, alors à ce moment-là, on aura évidemment un ralentissement en 2022, mais pas de récession. Vous voyez ici quelques chiffres de croissance. C'est vrai que ça ralentit assez fortement. Si on prend le cas américain, on passe de 5,7% à 3,6% en 2022. Pour la France, alors on était à 7,4% en 2021. Bien sûr, c'était un rattrapage du moins 8 de 2020. Et pour 2022, on serait à peu près à 2,2% de croissance. Un petit peu moins pour l'Allemagne, qui est déjà très impactée par la crise en Russie. Donc elle aura du mal en fait à rebondir. Donc 1,4% là aussi de croissance. Mais vous voyez, c'est pas la récession. Si on prend la Chine, on est autour des 5% de croissance. Là aussi, bien sûr, ça dépend d'une nouvelle vague de coronavirus en Chine. Est-ce qu'ils vont fermer le pays ou pas? On verra bien. Mais bon, pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc on préfère garder un petit peu d'optimisme. Et puis enfin, 3,4% pour la croissance mondiale. Donc c'est vrai que c'est un net ralentissement par rapport à 2021. Je vous rappelle que le niveau de croissance mondiale en moyenne sur 30 ans, c'est 3,5%. Donc là, 3,4%, ça reste plutôt correct. Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas encore de vraies enquêtes qui ont été publiées depuis le début de cette guerre, mais on en a quand même quelques-unes. Et là, c'est vrai que, attention, c'est assez surprenant. Par exemple, on a donc, ça c'est les enquêtes qui ont été donc réalisées au mois de mars, donc depuis le début de la guerre, parce qu'au mois de février, on avait plutôt des bonnes enquêtes, évidemment, on n'avait pas encore intégré ces dangers. Donc là, voilà, par exemple, l'indice Santix, qu'on appelle donc de confiance des investisseurs. Donc ça, c'est dans la zone euro, c'est la courbe rouge ici, qui s'est complètement effondrée, effectivement, au mois de mars. Alors, c'est pas les plus bas du coronavirus, mais on voit que ça, c'est la croissance du PIB en bleu. Donc, on voit que ça pourrait baisser assez fortement, revenir même en territoire négatif temporairement. Alors, si on regarde l'autre enquête qui a été publiée il y a quelques jours, l'enquête ZW, là aussi, c'est une enquête allemande dans la zone euro. C'est assez incroyable. Regardez cet effondrement. On n'a jamais vu ça en un mois. C'est un effondrement encore plus fort que pendant la crise du coronavirus, du moins au début de la crise, au début de la pandémie. Il y a eu effectivement ce mouvement de panique. Donc là, on est quasiment au plus bas, mais en termes de baisse mensuelle, on n'avait jamais vu ça, même pendant la crise du coronavirus. Donc là, c'est vrai que c'est un petit peu inquiétant. On se rend bien compte que tout s'arrête, et donc on se dit, bah oui, il pourrait y avoir une guerre mondiale, et donc là, bien entendu, ça interpelle, ça crée de l'instabilité, incertitude, et donc les chefs d'entreprise, là, c'est les chefs d'entreprise, dans le cas de ZW, se disent, oulala, sentiment économique, on va peut-être arrêter, et ça, c'est ça qui est dangereux, parce que si ça dure trop longtemps, évidemment, on ne pourra pas retrouver une croissance durable. Si on voit le cas allemand, alors c'est encore plus grave, vous voyez, on est là aussi quasiment au même niveau que pendant la pandémie, en mars 2020, on dirait que d'ailleurs mars 2020, mars 2022, il y a une sorte de malédiction du mois de mars, va-t-on dire, mais on voit effectivement cet effondrement qui est là aussi, c'est le plus grave de l'histoire allemande, on voit que l'effondrement est encore plus fort. Vous voyez, on part d'une croissance qui était sympathique, alors là c'est le PIB, ça commençait déjà à ralentir, et hop, ça s'effondre complètement sur un mois. Alors un mois ne fait pas une tendance, mais néanmoins, ça inquiète. Pourquoi ça inquiète? Parce que l'inflation était déjà très élevée avant même la guerre en Ukraine. Donc là, on voit l'inflation américaine qui effectivement explose à la hausse. Donc là, on est sur un peu depuis janvier 1982 à 7,9% donc aux États-Unis. Ce qui a d'ailleurs obligé, vous le savez, depuis la semaine dernière, la Réserve fédérale américaine à augmenter les taux d'intérêt. Elle a fait un petit geste, 0,25. On est passé de 0,25 à 0,50% sur le taux objectif des Federal Funds aux États-Unis. Mais vous voyez que ça va évidemment continuer puisqu'on est très loin de l'objectif de la Réserve fédérale américaine. La Banque centrale européenne d'ailleurs va faire également la même chose, et justement dans la zone euro a révisé à la hausse les chiffres de son inflation du mois de février. Regardez, 5,9% de croissance d'inflation au mois de février, c'est du jamais vu dans l'histoire de la zone euro. Donc là évidemment c'est assez inquiétant. Si on voit pays par pays, alors évidemment on a la Lituanie qui est à 14%, mais la zone euro donc à 5,9%. La France, là aussi on a rehaussé 4,2% d'inflation aux normes Eurostat, aux normes de l'Union européenne. Donc là c'est évidemment un petit peu dangereux. Si on
regarde au niveau de la planète, là aussi, on a de l'inflation partout. Alors bien sûr, bon, nous ne sommes pas en Turquie où il y a 54,4% d'inflation. Ça, c'était évidemment avant même, je dirais, la crise russe. Au Brésil, 10,5%. Pour l'instant, la Russie, 9,2%. L'OCDE, vous voyez, l'ensemble des pays de l'OCDE, les pays développés, 7,7%. C'est quand même beaucoup. Donc on se rend bien compte que finalement, nous, pour l'instant, la zone euro, ça pourrait aller au-delà, d'autant que les indicateurs avancés de l'inflation, donc les prix à la production, on en avait déjà parlé, hein, sont sur des sommets. Là, c'est les chiffres de janvier. Commence à sortir les chiffres de février, c'est déjà énorme. Et là, c'était avant la guerre en Ukraine. Donc, par exemple, la Belgique, 49,2%. Même la France, vous voyez, on est à plus de 20% d'inflation des prix à la production, donc indicateur avancé de l'inflation. Donc, ça veut dire que l'inflation va évidemment continuer d'augmenter. Alors, sachant qu'en plus, on a une inflation qui est aussi hors énergie et produits alimentaires. Mais c'est vrai que pour le moment, c'est surtout le pétrole et les matières premières au sens large qui flambent. Et là aussi, on a une volatilité extrême. On est monté à 130 dollars le baril pour le Brent le 7 mars. Après, on est retombé à 98 dollars le 16 mars. Et là, au moment où je vous parle, on est de nouveau à 117 dollars le baril. Et donc, à chaque fois que le baril augmente de 10 dollars en moyenne sur une année, ça enlève à peu près 0,4 points à la croissance, que ce soit au niveau mondial, au niveau de la France, au niveau de la zone euro. Donc, ça coûte évidemment en termes de croissance. Donc, si on se maintient sur les 117 dollars le baril, c'est vrai que ça va commencer à coûter cher. Et ça pourrait même générer une récession. Je vous ai fait ici la corrélation entre la croissance mondiale, donc c'est la courbe rouge, et l'évolution des cours du baril. Donc on voit bien que, comme ici en 2008, lorsque les prix du baril explosent, très vite la croissance mondiale s'effondre. C'est ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Donc si on reste évidemment au-dessus des 110 dollars le baril, a fortiori à 130, là on pourrait tomber, vous voyez, à 1 voire 0,5% de croissance mondiale, ce qui est évidemment un plus bas. C'est pas aussi grave que pendant la pandémie, parce que sauf que là on avait un arrêt complet de l'économie mondiale, mais tout de même c'est quand même assez inquiétant. Alors après évidemment ensuite, une fois que la croissance est effondrée, on le voit, le prix du baril, comme ici en 2008, s'effondre. Donc c'est un petit peu ce qui se produira là aussi, le prix du baril pourra s'effondrer. Mais alors, autre inquiétude, c'est vrai qu'on a également les prix du blé. On l'a déjà expliqué ici, que la Russie est le premier exportateur mondial de blé, c'est 20% des exportations mondiales de blé. Donc évidemment, si la Russie n'est pas là, ça peut poser problème. Donc là, c'est vrai qu'on avait touché un sommet historique il y a encore quelques jours. On était à 200% de hausse depuis juin 2020. On avait dépassé le sommet de 2008. Ça a rebaissé un petit peu. Là, on a du mal à le voir parce que c'est extrêmement volatile. Mais encore aujourd'hui, au 21 mars, on est encore à 136% d'augmentation par rapport au plus bas de mars, avril 2020. Donc ce qui veut bien dire que là, évidemment, c'est les matières premières alimentaires avec des grandes difficultés, des grands dangers, notamment pour les pays émergents, qui sont extrêmement dépendants, évidemment, des matières premières alimentaires, et notamment en provenance de Russie. Donc c'est ça qui peut également casser la croissance. Autre élément important, comme l'inflation monte, les banques centrales vont remonter leurs taux d'intérêt, et là, c'est évidemment, c'est la grande interrogation, la grande inquiétude, ce sont les taux d'intérêt des obligations d'État. On s'en souvient, pendant effectivement la pandémie, ce qui avait sauvé, entre guillemets, la croissance, c'est que les banques centrales avaient fait de la planche à billets, avaient acheté les dettes publiques, donc malgré la hausse de la dette publique, les taux d'intérêt s'étaient effondrés. Donc là, on voit le cas français, flambée de la dette publique française, c'est la courbe rouge, et les taux d'intérêt, évidemment, continuaient de baisser. Là, c'est la nouveauté, les taux d'intérêt commencent effectivement à augmenter, c'est la dette publique française. Ici, on va regarder dans le détail, regardez bien, au moment où nous parlons, on est sur 0,92% de taux d'intérêt à 10 ans de la dette publique française, quasiment 1%, donc c'est un plus haut depuis mars 2018. Et donc là, c'est bien avant effectivement la pandémie. Donc là, évidemment, le quoi qu'il en coûte commence à nous coûter cher. Donc ça veut dire qu'on ne pourra pas augmenter n'importe comment la dépense publique et la dette publique comme certains veulent le faire, notamment, je dirais, nos candidats au sens large et candidates à la présidence française. C'est vrai que là, aujourd'hui, il y a une sorte de consensus. Tout le monde veut augmenter encore la dépense publique. On est déjà à plus de 60% du PIB. C'est assez douloureux. On fera une chronique la semaine prochaine sur ce sujet, évidemment. Mais c'est vrai que pour le moment, on voit que le taux d'intérêt augmente. Ça, c'est la nouveauté. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire du quoi qu'il en coûte. On ne pourra pas augmenter n'importe comment la dette publique. Et donc là, regardez, même en Allemagne, on est à quasiment 0,47, 0,5% de taux d'intérêt à 10 ans, un plus haut depuis octobre 2018. Donc c'est dangereux. Il y a des pays où c'est plus important, évidemment. Les Américains sont à 2,2% de taux d'intérêt à 10 ans. Ici, bien sûr, c'est la Grèce et l'Italie. Regardez, la Grèce, on est à 2,7%, l'Italie à 2%. Donc ça commence là aussi, évidemment, à coûter cher, même s'il y a de l'inflation. Mais néanmoins, on voit bien que si les taux d'intérêt augmentent, ça risque de casser, effectivement, l'activité, la croissance. Et donc c'est ça le gros problème. Et c'est là où on va évidemment maintenant aussi parler de notre épargne, puisque si l'inflation dépasse durablement les 5%, ce qui est le cas aujourd'hui, et malheureusement, même si les prix du baril baisseront certainement à partir de la mi-2022, le mal est fait, on va rester durablement sur 5% d'inflation et au-delà. Donc c'est-à-dire que les taux d'intérêt des obligations d'État, comme on vient de le voir, vont continuer d'augmenter. Donc on est
sur un crack obligataire, peut-on dire. Et donc si les taux d'intérêt des obligations d'État augmentent, les taux des crédits augmentent, hein, donc d'au moins 2 points là aussi, donc ce qui va là aussi casser la croissance, casser l'activité économique. Ça va alimenter évidemment le krach boursier. C'est vrai qu'il est, je dirais, il est lancinant, il est un peu mou, mais néanmoins, on est quand même sur une baisse boursière assez nette, et également sur la bulle immobilière, notamment en France, qui est très élevée, les prix sont très chers. Là aussi, ça va baisser. Temporairement, ça remontera, mais cette hausse des taux d'intérêt va évidemment générer une baisse des cours de l'immobilier. C'est ça qui est extrêmement important. Donc, moyennant quoi, si effectivement on essaye de comprendre les conséquences pour notre épargne. Donc, effectivement, l'inflation qui augmente, ça réduit le coût réel de la dette, certes, mais ça réduit également la valeur de l'épargne. Ben oui, hein, parce que la valeur de l'épargne, c'est le taux d'intérêt moins l'inflation. Donc, si effectivement on laisse sur des produits, par exemple, je dirais à taux garanti, par exemple, c'est vrai que c'est pas déjà génial, mais enfin, si vous enlevez l'inflation, le taux réel, effectivement, est négatif. Donc, ça coûte là aussi à notre épargne. Donc, on vient de le voir, baisse des marchés obligataires, baisse des marchés boursiers. Donc là aussi, ça pénalise l'ensemble des placements financiers. Donc, c'est dangereux pour notre épargne. Alors, autre élément important, c'est vrai que si on reste sur une croissance molle, comme on a déjà une dette publique qui est énorme, là, il y a un risque que les États augmentent encore les impôts. Donc là, évidemment, personne ne vous le dit, mais c'est sûr qu'on a des recommandations du FMI notamment qui préconisent d'augmenter l'imposition sur l'épargne des ménages. Donc là, attention, ça veut dire qu'il faudra également placer son épargne sur des placements qui justement ne seront pas touchés par cette augmentation des impôts, donc notamment sur les marchés actions, sur les marchés immobiliers, parce que sinon le reste, là, ça risque effectivement de faire mal. On verra sur l'assurance vie si ça sera touché, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est quand même le grand danger de l'après-crise. Donc même si on espère encore une fois cette guerre se terminera rapidement, il y aura des conséquences, et donc comme les impôts sont déjà énormes, on risque d'augmenter les impôts sur l'épargne. Donc là, c'est un petit peu dangereux, ça veut dire qu'il faut également diversifier notre épargne. Alors, seul réconfort, bon, les cours de l'or augmentent, on vous l'avait dit, ça ici évidemment c'est important, j'espère que vous nous avez écouté, ça rebaisse un peu de temps en temps, mais on est autour des 1900, 2000 $ l'once, donc c'est plutôt pas mauvais. Et alors, ça c'est aussi la bonne nouvelle, ça va arriver progressivement, les comptes sur livret, à livret garanti, les taux d'intérêt vont augmenter. Donc ça c'est quand même la bonne nouvelle, même si, bon, c'est contrebalancé par le fait que l'inflation reste élevée. Donc, que faire pour protéger notre épargne? Alors déjà, ne jamais oublier le couple rendement-risque. Si vous voulez un rendement élevé, il faut prendre des risques. Donc là, évidemment, faire extrêmement attention à ce qu'on vous propose. De nouveau, on voit des charlatans qui sont en train de s'implanter. Alors évidemment, bien choisir sa banque, bien choisir ses conseillers. Faites attention à des compagnies d'investissement qui vous sollicitent et qui sont dangereuses. Vous pouvez les checker, entre guillemets, sur amf-france.org, vérifier qu'ils ne sont pas sur liste de noir. Et si vous voyez effectivement des propositions un petit peu alléchantes, un petit peu bizarres, évidemment, n'y allez pas, c'est extrêmement dangereux. Votre épargne, là aussi, il faut la protéger. Toujours, évidemment, garder une poire pour la soif, je le dis à chaque fois, on peut garder effectivement des comptes sur livret réglementés, surtout que ça va un petit peu augmenter, on ne sait jamais, c'est une protection. Également, bien sûr, de l'or, comme je l'évoquais tout à l'heure, et bon, dernier point, carpe diem, c'est-à-dire comme les prix vont un petit peu augmenter, mieux vous consommer maintenant avant que les prix augmentent. Alors, la bonne nouvelle, c'est que les prix repartiront à la baisse pour la fin 2022, mais c'est vrai qu'à court terme, si on a des achats à faire ou des investissements à faire, mieux vaut les faire maintenant, tant que les prix sont relativement bas, l'inflation n'a pas encore trop augmenté, tant que les taux d'intérêt sont bas si on veut s'endetter, puisque évidemment les taux d'intérêt vont encore augmenter. Donc là, c'est vraiment cette psychologie, carpe diem, il faut profiter de l'instant présent, parce que évidemment demain, on ne sait pas ce que ça coûtera. On évitera, bien sûr, on l'espère, la Troisième Guerre mondiale, sinon tout ça, ça ne sert plus à grand chose, mais néanmoins là aussi, il y a cette vision de dire, ce qui est pris n'est plus à prendre, donc là aussi, on peut garder ça en tête, on peut continuer de consommer. Donc, pour conclure, quelle stratégie sur notre épargne pour la protéger? Donc prudence encore une fois sur les marchés boursiers, il y aura une extrême volatilité, ça sera donc les montagnes russes, sans mauvais jeu de mots évidemment. Donc si on sait faire les allers-retours, pourquoi pas, sinon il faut faire le dos rond, il faut rester prudent, il faut attendre, évidemment si on n'a pas vendu, il faut patienter, que la tempête passe et ça remontera ensuite surtout sur les marchés actions, sur les bonnes valeurs. Si par contre on a des valeurs un petit peu bizarres, un petit peu très volatiles, un petit peu très risquées, là il vaut mieux effectivement couper sa position. Bien sûr on l'a vu, comme les taux d'intérêt des aides publiques augmentent, il faut complètement délaisser les aides publiques, ne pas acheter d'obligations d'État, c'est extrêmement important. Revenir, ça je l'avais déjà conseillé il y a quelques mois, et ça a été le cas, il faut rester sur les obligations indexées sur l'inflation, puisque leur taux d'intérêt et leur rendement au sens large et la valeur de l'obligation suit, l'inflation, donc là c'est plutôt, une bonne nouvelle. Miser bien sûr plus sur le dollar et le franc suisse que sur l'euro, ça aussi je l'avais conseillé il y a quelques mois, j'espère que vous m'avez écouté, parce que finalement l'euro a bien baissé. Là, il se stabilise autour des 1,10 $ pour 1 euro parce que la BCE va sûrement augmenter les taux, mais néanmoins, il restera relativement faible. Donc, c'est plutôt un choix de valeur refuge, entre guillemets.
L'immobilier français, bien sûr, on peut toujours en avoir, mais sur le long terme, sachant qu'à court terme, on risque d'avoir une baisse de 10 à 15%. Donc pour les investisseurs, soyez prudents. Si vous avez des achats à faire, peut-être attendre un petit peu. Si vous êtes locataire, là c'est toujours le bon moment d'acheter, bien entendu. Profitez des taux d'intérêt qui sont relativement bas et qui augmentent très rapidement, notamment sur l'immobilier. Mais c'est vrai qu'on aura une baisse de 10 à 15%. Ça remontera ensuite, donc à long terme, on est toujours gagnant, comme sur les actions ou sur l'immobilier, mais sur le court terme, il y aura quand même une baisse de 10 à 15%. Donc il faut rester prudent. Conserver bien sûr des matières premières, c'est qu'elles sont un petit peu chères, mais on peut en avoir dans le portefeuille 10 à 15%, pas trop non plus. Alors bien sûr, on me dit toujours, les bitcoins, les crypto-monnaies, bon, vous connaissez mon discours, évidemment c'est le coupure rendement risque, hein, c'est extrêmement risqué, extrêmement dangereux, extrêmement volatile. Donc pourquoi, si on veut se faire plaisir, si on veut se faire peur, pourquoi pas, mais on l'a vu dernièrement, c'est extrêmement dangereux. Là aussi ça dépend de beaucoup de paramètres qu'on ne maîtrise pas complètement. Si vous avez envie, vous pouvez mettre un petit peu de portefeuille pour justement prendre des risques, mais ce n'est pas, entre guillemets, un placement de père de famille. Donc voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. Restez prudents, ne paniquons pas, on va sortir, espérons-le rapidement, de cette crise, de cette guerre, et on pourra effectivement repartir sur des bases plus saines. Et donc, gardons toujours cet objectif sur le long terme, les marchés actions, l'immobilier, ça reste les meilleurs placements, avec toujours un petit peu d'or, la fameuse poire pour la soif. Merci beaucoup, merci pour votre fidélité, bonne continuation, portez-vous bien, et à très bientôt.